Donc, je propose qu'on démarre. Euh, voilà, donc je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Hervé Henry. Je suis chargé de mission développement durable à la direction départementale du Haut-Rhin. Je suis au service connaissances, aménagement et urbanisme et au bureau atelier appui des territoires. Donc, je vais avoir la charge d'être votre humble animateur aujourd'hui pour ce premier grand atelier dans le cadre des petites villes de demain. Alors, je vais d'abord expliquer comment va se passer la matinée et puis je vous ferai un petit rappel quelle est la démarche, pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, on aura trois interventions aujourd'hui, deux interventions de l'agence urbanisme de Mulhouse. Donc, Stéphane Dreher qui fera une thématique, qui présentera une thématique sur comment rendre les petites villes de demain plus attractives pour les modes actifs. Nous aurons ensuite une autre intervention de Cécile Califano-Walsh sur l'espace public, donc les clés de mobilité douce dans les petites villes de demain. Et pour finir, et je le remercie déjà par avance, nous aurons l'intervention de Monsieur Fabien Ity, qui est adjoint au maire de la ville d'Altkirch et qui nous parlera justement de leur projet, qui est déjà bien avancé et bien en cours. Voilà. Pour question d'organisation au niveau des questions, donc on va laisser dérouler la présentation. Vous aurez la possibilité de poser les questions par le chat. Et au bout de chaque intervention, on se prendra du temps, puisqu'on a 2 heures ce matin, on a prévu assez large. Donc, vous aurez la possibilité, on fera la synthèse au bout de chaque intervention. Et donc, les intervenants pourront répondre, bien évidemment, donc, à toutes les questions que vous posez. Alors, je vais quand même rappeler un petit peu, d'une manière succincte, je dirais en quelques mots, je dirais le programme, pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, Petite Ville de demain, c'est un programme qui a été lancé donc par la NCT en octobre 2020 pour une durée de 6 ans avec, je dirais, le fait d'exercer, enfin, ça serait d'intervenir suite à la crise sanitaire notamment, c'est montrer, c'est donner des appuis, un soutien aux petites villes de moins de 20 000 habitants qui donnent des signes de vulnérabilité. Et donc, piloté par l'agence, je dirais qu'il y a une forte mobilisation de différents ministères, de partenaires financiers. Il faut savoir qu'il y a eu au niveau national plus de 1600 communes qui ont été lauréates et c'est à peu près l'équivalent de quand même 3 milliards d'euros de dotations qui sont prévues. Voilà. Donc, pour ce faire, mon ministère donc, de la transition écologique, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recruter donc, des partenaires notamment auprès des agences d'urbanisme, pour venir en soutien justement aux chefs de projet qui allaient être recrutés dans le cadre de ce programme Petite Ville de demain. Alors, au niveau du Grand Est, c'est un groupement de 3 agences qui ont été retenues. Ils ont décidé de répondre en groupant leurs compétences et leurs moyens propres sur 2 grosses thématiques qu'on peut retrouver dans le programme Petite Ville de demain. Ça nous semblait important de mettre un accent sur ces 2 grosses thématiques qui sont donc la mobilité et l'habitation en centre ancien. Donc aujourd'hui, on est dans ce premier atelier. Il y aura un deuxième atelier la semaine prochaine, mardi prochain, de 14h à 16h, qui sera piloté par d'autres personnes, d'autres experts de ces 3 agences. Alors, ces 3 agences, il y a donc l'agence urbanisme de Mulhouse, l'agence urbanisme de Lorraine-Nord et de Nancy, qui donc vont intervenir et vous faire des présentations sur les thématiques que l'on a retenues. Voilà.
Je vais laisser la main à Stéphane Dreyer pour intervenir sur le premier atelier. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre. On vous répondra donc en fin de présentation. Voilà, donc Stéphane, je te laisse te présenter peut-être un peu plus exhaustivement et puis bonne chance et puis voilà pour cette première intervention. Merci Hervé. Donc, Stéphane Dreyer, je suis chargé d'études principales mobilité réseau à l'agence d'urbanisme de la région mulhousienne et je suis avec mes collègues de l'agence de Longwy et de Nancy cette démarche Petite Ville de demain. Nous, au niveau de la URM, on travaille plus sur les mobilités et mes collègues de Longwy et de l'agence de Nancy travaillent davantage sur les problématiques d'habitat et d'attractivité. En termes de déroulé, ça avait été précisé par Hervé, donc on va présenter les 3 présentations à la queue leu, mais vous pourrez réagir au fur et à mesure et Hervé fera la synthèse de vos questions à l'issue de nos présentations et en fin de réunion, on aura une demi-heure de débat, d'échange où vous pourrez prendre directement la parole, échanger avec nous, avec Monsieur Vitti, sur des points plus précis, sur des points plus techniques. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à... Il faut que je partage. C'est ça? Ouais. Ah oui, voilà, partager. Donc, tout le monde voit la présentation, j'imagine? Voilà, diaporama. Alors, il faut que je remonte un petit peu dans mes animations. Excusez-moi. Et je vais afficher le schème. Voilà. Donc là, normalement, vous avez une vision assez large du diaporama. Donc moi, ma première intervention, elle est assez simple. L'idée, c'est de se questionner par rapport à comment rendre les petites villes de demain plus attractives pour les modes actifs, à savoir la marche et le vélo. Donc, on va vous donner des principes d'aménagement, on va vous donner des éléments de perception des habitants, on va vous donner des éléments de méthode. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans l'exhaustivité, mais d'avoir une entrée où on se pose un peu les bonnes questions et quelques jalons par rapport aux réflexions. Donc, mon intervention, elle est assez simple, elle se décomposera en 4 grandes parties. On aura une première partie où on présentera des éléments de contexte par rapport aux mobilités des petites villes de demain. Une deuxième partie qui sera consacrée au vélo. La troisième aux piétons. Et en dernière partie, pour faire la synthèse, on aura des éléments concernant la voirie apaisée. Donc, sans plus tarder, au niveau du contexte, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de nos petites villes de demain? C'est que l'usage de la voiture est massif. Il se situe entre 73 et 80% de part modale, alors qu'en moyenne, au niveau français, on est à 63%, et dans les agglomérations, bien sûr, l'usage de la voiture est plus faible, car il y a les transports en commun, on se déplace davantage à pied. Quand on fait le zoom sur la part de la marche à pied et du vélo, là, on est particulièrement faible dans les petites villes de demain. Pour les plus grandes petites villes de demain, la marche pèse environ 20%, comme Pont-à-Mousson, par exemple, ou comme des communes comme Thann. Par contre, dans les petites villes de demain plus rurales, qui font 1000 habitants ou 2000 habitants, on est plus aux alentours de 10-15%. Pour le vélo, la part modale reste anecdotique. On a également de nouvelles tendances, avec l'apparition du vélo électrique, donc qui connaît un fort boom. On a également le renchérissement du coût des énergies et de nouvelles aspirations. C'est-à-dire que les habitants souhaitent de plus en plus habiter dans un cadre de qualité, ne pas avoir de bruit, ne pas avoir de pollution. Donc, c'est des choses également qui peuvent impacter les pratiques de mobilité et peuvent encourager les déplacements à pied et à vélo. On a également de nouvelles lois qui nous imposent de nouvelles exigences, à savoir le plan national vélo, par exemple, qui fixe un objectif national de part modale de 9% à l'échelle française à un horizon 2024. C'est extrêmement ambitieux.
La loi mobilité également aborde la question du vélo et du piéton. La loi climat et résilience également renforce les modes alternatifs à la voiture. Donc, je dirais, les planètes sont alignées pour développer les alternatives à la voiture, dont la pratique de la marche et du vélo, qui n'est pas qu'une pratique cantonnée aux grandes agglomérations, mais qui concerne également nos petites villes de demain, où il y a un important enjeu, comme on l'a vu, avec une utilisation très forte de la voiture. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet au niveau du vélo. Alors, on a mobilisé des données issues d'enquêtes nationales, et ces données nous permettent de comprendre pourquoi les personnes ne se déplacent pas à vélo. Et quand on interroge les non-cyclistes, ils nous disent on ne se déplace pas à vélo parce qu'on a peur de l'accident. À 48% ici de ce problème-là. Les distances sont trop longues, 37%, parce qu'il y a des pentes, parce qu'on a des charges à transporter, 22%, parce qu'il y a des risques de vol. Les utilisateurs réguliers du vélo, eux, sont demandeurs d'un réseau cyclable complet, sans coupure, sans trou, et sécurisé. Ils souhaitent également des itinéraires directs, le plus rectiligne possible. Ils souhaitent également qu'il y ait un peu moins de voitures, qu'il y ait de l'offre de stationnement vélo, notamment sécurisée quand on a un vélo électrique. Et la limitation de la vitesse des voitures particulières est également mise en avant par 28% des répondants. Donc là, il s'agit plutôt des problématiques de généralisation de zone 30. Donc, ce qu'on remarque à la lumière de ces perceptions, c'est que l'un des objectifs prioritaires, l'une des demandes les plus fortes des utilisateurs, des non-utilisateurs, c'est la demande d'itinéraire direct sans coupure. Alors justement, comment développer et amplifier la pratique du vélo auprès des utilisateurs réguliers, mais également auprès des non-utilisateurs? Il y a 3 grands leviers d'action, 3 grandes familles. La première famille, c'est créer des aménagements cyclables. Donc, créer des pistes cyclables, sécuriser les déplacements vélo au niveau des carrefours, c'est proposer du stationnement vélo, c'est également limiter la vitesse des voitures. Donc ça, c'est fondamental. Deuxième élément, c'est également l'accompagnement et la communication. C'est-à-dire que pour encourager les habitants d'une petite ville de demain à utiliser du vélo, il faut mettre en avant les bienfaits du vélo, c'est-à-dire c'est bon pour la santé, c'est économique, ça coûte quasiment rien. Il y a également l'enjeu de faire des événements festifs, par exemple type Slow Up. Dans le Haut-Rhin, il y a un Slow Up à travers le vignoble qui est organisé chaque année, qui fonctionne très bien. Et il s'agit également aussi de chercher chaque public, d'aller chercher les scolaires, d'aller chercher les actifs, d'aller chercher les touristes avec des actions ciblées. Et par rapport au levier d'action vélo, il ne faut pas oublier l'innovation, c'est-à-dire qu'on a un essor très important du vélo électrique. Donc, les pistes cyclables doivent être conçues de façon assez rectiligne, suffisamment large. Et également, on a le stationnement des vélos, notamment des stationnements sécurisés pour y parquer des vélos électriques qui sont quand même assez coûteux et pour permettre leur recharge. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la politique cyclable aussi, c'est pas forcément très, très cher. 1 kilomètre de belles pistes cyclables, ça coûte environ 200 000 €. Donc, à l'échelle d'une petite ville de demain, avec un budget de 200, 250 000 €, 300 000 €, on peut déjà commencer à faire de belles choses pour le vélo, avec du stationnement, avec 500 mètres de pistes cyclables aux endroits où c'est le plus pertinent. Alors, au-delà de ces aspects techniques, quelques points méthode. Je vais peut-être un peu accélérer parce que je suis trop bavard. Au niveau de la méthode, donc, premier élément, l'idée, c'est d'élargir le périmètre de réflexion au-delà de la petite ville de demain. C'est-à-dire qu'à vélo, on se déplace facilement sur 2-3 km. En vélo classique, en vélo électrique, on double, on peut aller jusqu'à 6-7 km. Donc, il faut vraiment intégrer cette dimension bassin de vie. Également, dans vos démarches, vous pouvez collecter de l'information et de l'expertise au niveau d'un certain nombre de sites où il y a une cartographie des aménagements cyclables. Sur Google Maps, vous avez un certain nombre de choses. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais ça donne une première idée. Vous avez un site qui cartographie les Eurovéloroutes à l'échelle française. Vous avez également la cartographie
Carto Parlons Vélo. Et là, c'est issu de l'Observatoire national des villes cyclables. Et donc là, il y a les zones accidentogènes dans votre commune qui peuvent être localisées. Et il y a un site de référence, c'est le site de la FUB, qui vous permet de voir si vous avez une association de cyclistes à proximité de votre PVD, qui peut être intéressant de solliciter dans le cadre de vos démarches, parce qu'ils ont l'expertise, ils ont la connaissance de la pratique. Par rapport au vélo, ce qui est important, c'est de prendre en compte toute la chaîne de déplacement, c'est-à-dire l'aménagement, le stationnement, la communication. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de s'inscrire dans une démarche globale. Au niveau du piéton, on suit la même logique. Au niveau de la perception, les non-piétons, c'est-à-dire ceux qui se déplacent quasiment jamais à pied régulièrement en ville, en fait, souvent, ils ne se déplacent pas à pied. Alors, il y a des problèmes de distance, mais également, ils ont une perception de problèmes de sécurité. Et ces non-piétons citent justement comme problème, comme sentiment d'insécurité, la marche dans une rue sans trottoir. Être frôlé par une voiture à 31%, traverser à proximité devant ou derrière un bus à 24%, un trottoir trop étroit, ou le stationnement de voitures gênant sur des trottoirs. Par contre, les piétons réguliers du quotidien, eux, quand on les interroge sur leurs demandes, qu'est-ce qu'ils voudraient pour faciliter leur déplacement régulier à pied, ils sont demandeurs de trottoirs plus larges, 41%. Ils sont demandeurs de réserver le trottoir au déplacement à pied, 30%. Ils souhaitent que le stationnement gênant sur le trottoir soit davantage verbalisé. Ils souhaitent que soit créé un véritable réseau piéton. Et ce réseau piéton est d'autant plus mis en avant dans les petites communes suite aux enquêtes nationales. C'est quelque chose qu'on remarque très fortement. Alors, on remarque que le trottoir, c'est vraiment un sujet et une priorité par rapport à la démarche piéton. Donc, pour amplifier la pratique et capter les non-utilisateurs vers la marche à pied, on a 3 grands leviers d'action aussi, 3 grandes familles. Tout d'abord, jouer sur les aménagements. Pourquoi pas réfléchir à un schéma piéton au niveau de la petite ville de demain qui permet justement des déplacements dans de bonnes conditions, de la marche à pied, et qui permet de planifier les aménagements, mais on peut aussi travailler uniquement sur les trottoirs, on peut travailler sur une place ou sur un groupe de rues commerçantes. Je dirais, il y a vraiment plusieurs possibilités. Comme pour le vélo, il y a également tout ce qui est communication, accompagnement. Donc, avec l'opération, par exemple, rue aux enfants, où on interdit à la circulation voiture une rue, les enfants peuvent jouer, les adultes peuvent se retrouver, faire des barbecues. Donc, c'est aussi une démarche qui permet d'encourager la pratique. Et c'est également mettre en avant les bienfaits de la marche à pied sur la santé. Et dans un troisième famille de leviers d'action, mais Cécile le développera davantage dans sa présentation, c'est vraiment concevoir des aménagements à l'échelle du piéton avec des itinéraires directs, avec des avancées de trottoirs au niveau des carrefours pour sécuriser les déplacements piétons, pour qu'ils soient visibles et pour qu'ils soient directs. Donc, l'idée, c'est pareil, c'est de travailler à l'échelle communale jusqu'à l'individu avec des actions ciblées de communication. Au-delà de ces éléments techniques, comme pour le vélo, quelques éléments de méthode. Une démarche piétonne, c'est avant tout observer, recenser, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, est-ce que j'ai des trottoirs suffisamment larges, est-ce que j'ai des traversées compliquées, et échanger, concerter également avec les habitants, avec les associations. Il y a également un enjeu d'élaboration d'une stratégie piétonne, donc avec la création d'un plan piéton à l'échelle de la commune qui puisse être phasé, ou les éléments par rapport à un sujet, comme s'asseoir en ville, etc. Et cette stratégie piétonne, elle doit prendre en compte en fait les différents publics et les différents usages. On ne peut pas forcément répondre à tous les publics et à tous les usages. Tout dépend de la configuration de la petite ville de demain et des priorités qui seront affichées par les élus. Et le schéma ou le projet d'aménagement piéton pourra différer suivant ces objectifs. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que le piéton, c'est un peu la cellule souche des mobilités. Parce qu'en fait, à un moment ou à un autre de la journée, on se déplace quand même dans l'espace public
Même quand on est en voiture, généralement, le parcours terminal, on le fait à pied. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, ça fait tout de suite la synthèse avec la notion de voirie apaisée qui, en fait, prend en compte à la fois les déplacements à pied, les déplacements à vélo et les déplacements en voiture. Donc, aujourd'hui, la voirie, elle est majoritairement consacrée à la voiture individuelle, hein, alors que les habitants sont de plus en plus demandeurs de cadres de vie, d'animation urbaine, de vivre ensemble. Et en plus, la rue est un espace où se croisent les usages, hein, des usages de déplacement, des usages de stationnement, mais également la vie de plaisir. Hein. On peut promener son chien, faire du sport, lire, aller faire ses courses, restaurant, écouter de la musique. Donc la voirie apaisée, la première notion à retenir, c'est réduire les conflits d'usage en positionnant la voiture à sa juste place, c'est-à-dire accorder un peu plus de place aux piétons et aux vélos. Alors, la voirie apaisée, c'est également un espace qui doit être plus qualitatif. Donc, on a des exemples. Par exemple, à Sous-Vitré, dans l'ouest de la France, une commune de 700 habitants a généralisé les zones 30 et a réaménagé un certain nombre de trottoirs, de traversées piétonnes pour sécuriser les déplacements à pied et à vélo. On a la Bernerie en Rège, j'en avais parlé lors du séminaire. Donc, c'est une commune avec au centre-ville beaucoup de commerces, beaucoup de piétons, beaucoup de voitures. Donc, il y avait des conflits d'usage. Et pour réduire ces conflits d'usage, la commune a décidé de mettre en place une zone de rencontre, de piétonniser les rues commerçantes les vendredis soirs et les samedis soirs, ainsi que des aménagements ponctuels avec des trottoirs, par exemple, élargis, qui permettent d'accueillir plusieurs fonctions, hein, des vélos, stationnement vélo, des terrasses, des cheminements piétons. Et on a l'exemple de chez Ligny, là on est dans la région des Châteaux de la Loire, et là, sur chez Ligny, l'idée c'est vraiment de végétaliser les rues, parce qu'initialement c'était une rue qui était traversée par un flux innombrable de voitures et de camions. Donc la municipalité a décidé vraiment de mettre le paquet sur la nature en ville, et maintenant chez Ligny est devenue une destination touristique. Donc les rues apaisées, elles peuvent prendre de multiples formes. Et pour compléter la définition, ce que disent les habitants, donc on avait réalisé une enquête au niveau du Sud-Alsace, hein, c'est que la rue apaisée est une rue qui laisse plus de place au vélo et à la marche dans un cadre de qualité avec plus de nature en vie. Et la rue apaisée, au-delà de ces éléments de définition, elle répond à 10 grands enjeux. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais pour répondre à ces 10 grands enjeux, c'est-à-dire par exemple réduire les accidents, réduire le bruit, réduire la pollution, favoriser les pratiques de la marche et du vélo, pour tout ça, la réduction de la vitesse est capitale. Alors, comment faire de la voirie apaisée ? Quelle est l'approche possible ? Tout d'abord, on peut travailler à l'échelle de la commune en généralisant par exemple les zones 30. La généralisation des zones 30, on en parle beaucoup dans les grandes métropoles, mais il y a également des communes de petite taille qui s'inscrivent dans cette démarche. Par exemple, Chevigné en Ille-et-Vilaine. Initialement, la commune avait des bouts de zone 30 dans différentes rues, avait quelquefois des régimes de priorité à droite sur certains carrefours, dans d'autres carrefours non. Donc, pour simplifier, la commune a décidé de généraliser les zones 30 en dehors des axes principaux et de généraliser les priorités à droite. On a un exemple à Meurschure aussi, une commune du Haut-Rhin qui a généralisé les zones 30 récemment, et Saint-Étienne-du-Grès, une commune de 2400 habitants dans les Alpes, dans les Bouches-du-Rhône, qui s'inscrit également dans cette logique-là. Donc, c'est possible dans les petites communes. Au-delà de cette généralisation zone 30, on peut également intervenir en termes d'aménagement avec différents niveaux d'ambition. Alors, au minimum, pour apaiser une rue, on peut installer des panneaux réglementaires, zone de rencontre, zone 30, mettre en place des potelets, jouer sur le stationnement de part et d'autre de la rue pour réduire la vitesse des voitures. Donc, c'est des aménagements qui ne sont pas forcément super esthétiques, mais ils ont l'avantage de ne pas être chers, c'est environ 3 000 € pour 100 mètres. Et ils ont l'avantage de pouvoir être testés avant des aménagements plus lourds. On a des aménagements intermédiaires, donc là, on n'intervient pas sur la géométrie de la rue,
mais on crée des aménagements, je dirais, modulables. Par exemple, une terrasse de café en bois. On peut faire intervenir des artistes. Les artistes n'interviennent pas forcément que dans les métropoles, mais on peut avoir des initiatives dans des villages ou dans des petites villes de demain. Et là, on est sur des coûts qui sont aussi assez modestes, c'est entre 3 et 10 000, 10, 20 000 euros pour une centaine de mètres. Et après, on a les aménagements structurants. Donc là, on réaménage de façade à façade la rue. On revoit la voirie, on crée des pistes cyclables en dur, on crée des trottoirs avec des matériaux spécifiques. Et ça coûte environ 150 000 euros les 100 mètres. Mais il est possible quand même de tester, d'avoir des rues apaisées à petit prix. Donc, par rapport à la voirie apaisée, c'est comme pour le vélo et pour le piéton, au niveau de la méthode, c'est avant tout se poser les bonnes questions. Tout d'abord, c'est quels sont les objectifs prioritaires de la commune? Est-ce que je veux plus de sécurité pour mes déplacements piétons, vélo, voiture? Est-ce que je veux un meilleur cadre de vie, etc. Et les réponses, elles différeront suivant ces priorités. Il faut se poser la question des périmètres. Donc, est-ce que je travaille à l'échelle de la rue ou à l'échelle d'un groupe de rues? Et dans ce cas-là, il faut se poser la question de où se localise la rue dans ma commune. Est-ce que je suis plutôt dans une rue commerçante, à proximité des écoles? Donc, on aura des usages différents et des réponses en termes d'aménagement qui seront différentes. Et il faut se poser aussi la question sur l'ambition de l'aménagement de la rue. Est-ce que je veux faire de l'aménagement léger ou de l'aménagement lourd, ou je veux tester des choses? On a également le périmètre de la commune ou de l'agglomération. Donc là, on est plus dans une logique de généralisation de zone 30. Alors, quels sont les avantages? C'est que ça évite la segmentation des zones 30. On a quelque chose de beaucoup plus lisible et c'est quelque chose qu'on peut avancer progressivement, pas à pas, pour un coût assez modeste, en s'appuyant justement sur des actions de communication. La rue et la commune, la rue, les zones 30, ça ne s'oppose pas, c'est totalement complémentaire, comme le vélo et le piéton. Au final, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, en termes de méthode, il y a plusieurs étapes. C'est quelques grands jalons que je vais vous indiquer. Donc, tout d'abord, c'est définir l'objectif. Quel est l'objectif par rapport à la voirie apaisée, aux piétons, au vélo dans ma commune? Attractivité, sécurisation, accès au commerce. Une fois qu'on a défini ces objectifs, cet objectif politique, il va falloir travailler sur un état des lieux et définir des enjeux. Donc, l'état des lieux, c'est les recensements d'aménagement cyclable, piétons, voir si vous avez mis un plan de mise en accessibilité au niveau de votre commune, s'il existe un schéma cyclable à l'échelle de la Comcom, faire un peu l'état des lieux sur les plans de circulation et surtout concerter avec les habitants, les commerçants, les associations, être vraiment dans une logique de co-construction. Après cette phase de diagnostic en jeu, c'est élaborer une vision. Et cette vision, elle peut être long terme et se décliner à court et à moyen terme. On ne peut pas toujours tout faire. Et l'idée, c'est d'arriver à un projet faisable, donc avec pourquoi pas une première étape dans le programme PVD, et qui permet aussi de rechercher des cofinancements au niveau des départements, de la région Grand Est, du plan national vélo, de répondre à des appels à projets. Et cette démarche-là, d'élaboration d'une stratégie, pourra alimenter aussi les CCTP pour les appels d'offres, études et travaux, où vous pourrez faire mieux prendre en compte tout ce qui est aspect mode actif, et ça peut être aussi un critère de sélection des candidats par rapport à la référence, aux références qu'ils ont dans le domaine. Mais pour ces aspects-là, pour les aspects qualité d'aménagement, je vais laisser la parole à ma collègue Cécile, qui va vous présenter tout ça. Bien, bonjour à tous. Normalement, la vidéo devrait se cibler sur moi pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, je suis Cécile Califano-Valch, paysagiste et urbaniste à l'agence d'urbanisme de la région mulhousienne. Et vous verrez, nos deux présentations avec Stéphane sont assez complémentaires. Il y a des choses qu'on va revoir, mais sous l'angle un peu plus précis, un peu plus spécifique de la qualité des espaces publics de manière générale. Donc, en tant que clé des mobilités douces et de l'attractivité des territoires, donc on va parler qualité du cadre de vie, nature en ville, et donc un lien fort aussi avec l'adaptation au changement climatique.
Donc, il y aura un peu aussi 4 parties dans ma présentation, avec tout d'abord un point sur ce qu'est un espace public de qualité, comment on peut l'évaluer, la question des piétons, je vais le reprendre un peu sur l'approche plus de conception à l'échelle du piéton. On va parler aussi de la nature en ville, et puis enfin, pour conclure, une approche un peu en démarche projet en fait sur l'ensemble des étapes d'un projet d'aménagement d'espace public. Donc, en préalable, je pense qu'on peut rapidement se poser la question de savoir tout simplement qu'est-ce que c'est un espace public, parce que pourquoi c'est important. C'est le lieu en fait où se déroule la vie de la cité. Dans la Grèce antique, voilà, c'était l'agora, c'était le lieu d'exercice de la démocratie, mais aujourd'hui c'est toujours un lieu de rencontre, un lieu d'échange, voilà, le lieu un peu du vivre ensemble. On a vu combien ça a pu être mis à mal aussi pendant la crise sanitaire, et ça a créé un peu un manque par rapport à ces possibilités d'être dehors ensemble. Et donc, l'espace public, c'est pas effectivement qu'un cadre pour faire joli, c'est aussi un lieu nécessaire à la cohésion sociale. Donc, quand on parle d'espace public, on pense tout d'abord à la place de la mairie, la place de marché du centre-ville, le parvis, l'esplanade, un peu tous ces espaces emblématiques qui viennent tout de suite à l'esprit. Donc, il y a toute une typologie de différents espaces publics avec leurs spécificités pour chaque type. Mais il faut bien prendre en compte que tous ces espaces, ils sont reliés, et que les trottoirs, les pistes cyclables, tout ce qui relie ces espaces aussi font aussi partie des espaces publics. Pour aller même un peu plus loin, moi j'aime bien parler d'espaces publics extensifs, c'est-à-dire que tout le réseau de promenades ou de pistes cyclables qu'on trouve dans le périurbain, dans les quartiers résidentiels, le périurbain, même dans les petites villes de demain, et puis tout l'espace, la couronne agricole, espace rural qui entoure la ville, eh bien, toutes ces pistes, toutes ces promenades sont également des espaces publics et devraient bénéficier en fait de la même attention et du même soin qu'on peut apporter à une place de centre-ville. Donc, vraiment considérer tous ces espaces et les flux et les connexions qui les relient comme un ensemble. Alors, du coup, de nombreux bureaux d'études travaillent très finement sur la qualité urbaine. Et pour démarrer un peu la réflexion, je pense que c'est important de se poser la question de, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut profiter d'un espace public? Je dirais pour moi, la réponse, c'est en fait vraiment le tempo, en fait, la lenteur avec laquelle on peut arpenter un espace, qui fait qu'on va pouvoir accéder à l'expérience du cadre de vie, à pouvoir rentrer en contact avec l'environnement qui nous entoure et être en contact également avec les autres. Du coup, c'est vrai que les modes doux, les cyclistes, mais alors surtout les piétons, par rapport à cette lenteur de traverser des espaces publics, c'est vraiment eux qui vont pouvoir expérimenter au mieux ces espaces et en profiter au mieux. Donc, une ville attractive, une ville où on va s'attarder, en fait, il faut des espaces publics qui vont répondre aux besoins de ces usagers mode doux. Puisque les véhicules, les voitures, effectivement, vont avoir une autre perception de la ville. Les automobilistes sont à une autre vitesse, vont avoir une autre perception de la ville, qui est aussi intéressante, mais disons qu'à l'échelle de l'espace public, ce qui est important, c'est de vraiment se concentrer sur une réflexion à l'échelle humaine et une conception à l'échelle du piéton. Donc, j'aime bien cette citation qui présente... qui relie vraiment la pratique piétonne à l'attractivité, à la qualité de vie dans une ville. Le meilleur indicateur d'une ville où il fait bon vivre, c'est quand les gens choisissent de marcher. Donc, avec le fait de souligner aussi que c'est pas quelque chose de subi, mais c'est un plaisir, et qu'on choisit de marcher par plaisir, d'arpenter les espaces agréables. Donc, il y a
en fait 5 qualités principales qui sont des leviers pour contribuer à créer des espaces favorables à la pratique piétonne et cycliste, mais principalement piétonne. Là, je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Donc, tout d'abord, bien, il y a le besoin de confort avec l'ergonomie des espaces, tout simplement le fait que les cheminements piétons doivent être larges, continus, dénués d'obstacles, un petit peu ce que nous a expliqué Stéphane. Donc, il y a aussi le bien-être physique, le fait de profiter d'être à l'air libre et d'être protégé des rigueurs du climat, donc que ce soit la pluie, mais aussi parfois des phénomènes de surchauffe, enfin en été. Donc, ça peut également créer des nuisances. Et puis, le confort mental aussi, avec l'importance du sentiment de sécurité. Hein, Stéphane nous en parlait. Et là, c'est vrai qu'il y a des leviers d'aménagement où on a notamment l'importance de l'éclairage qui favorise le sentiment de sécurité. Et puis, tout simplement, le fait que les lieux soient animés, hein, puisque quand il y a des piétons, d'autres piétons, on se sent plus entouré, plus en sécurité que dans une rue vide, généralement. Donc cette sécurité, donc là, au-delà du sentiment de sécurité, il y a la sécurité effective, hein, donc avec 2 points saillants pour les piétons, hein, pour résumer un petit peu ce que disait Stéphane. Donc les 2 grands points saillants, c'est vraiment la cohabitation avec les autres modes de déplacement, et puis vraiment la traversée de rue qui est souvent un point problématique. Alors pour que les piétons aient envie de marcher, il faut aussi une bonne lisibilité des espaces et des cheminements. C'est valable aussi pour le vélo, bien sûr. Donc pouvoir se repérer en ville, alors ça passe par la signalétique du jalonnement, mais ça peut aussi passer par une conception urbaine qui fait qu'on a des repères architecturaux, paysagers qui permettent de bien se repérer en ville. Et enfin, sur la qualité d'accueil, donc un point aussi très important avec tout ce qui est cadre bâti. Donc là, l'importance de la mise en valeur du patrimoine bâti et urbain. Et puis l'importance, du coup, on parlait d'échelle humaine, de la qualité des rez-de-chaussée. Le fait d'avoir effectivement des vitrines, des commerces, de l'animation, et aussi donc éviter d'avoir des rideaux de fer fermés, des volets fermés, etc. Donc il y ait vraiment une interface un petit peu possible à hauteur du rez-de-chaussée, donc à échelle du piéton. Et bien sûr, donc il y a aussi des détails d'aménagement qui ont leur importance, hein. Tout ce qui est mobilier et services, c'est aussi très important. On parlait de le piéton donc se déplace, c'est un mode de déplacement, mais dans la marche c'est à la fois un déplacement et une pause. Donc quand on marche, la pause fait partie en fait du déplacement, et du coup l'importance de disposer de bancs, pouvoir répondre aussi aux besoins du corps en termes d'avoir des fontaines à boire, des toilettes aussi, c'est assez important. Bon, tous ces détails en fait qui sont finalement des leviers très importants pour favoriser la pratique de la marche. Donc là, sur les usagers, je vais pas trop détailler parce que Stéphane en a déjà parlé. Juste pour préciser, effectivement, on a tout un panel très vaste en fait de différents usagers qui vont pouvoir pratiquer et traverser les espaces publics de la petite ville de demain. Et donc, je parlais de rythme et de rapidité, de lenteur. Et bien, tous ces différents usagers ont différents rythmes, ont parfois besoin d'une pause. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir répondre aux besoins de ces différents usagers et de ces différents rythmes. Alors, une spécificité aussi de la pratique piétonne, c'est que les trajectoires, eh bien, il est très difficile de savoir où elles passent. Parce que le piéton est relativement libre finalement dans ses déplacements. Les choix de trajectoire peuvent être très changeants, très versatiles, en fonction des conditions météo, en fonction des événements, en fonction des événements climatiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de connaître les pratiques existantes sur un site,
Là, on a un exemple sur la place des Alliés à Masevaux, où un collègue de l'agence d'urbanisme a étudié les flux piétons les jours de marché. Donc ça, c'est effectivement une bonne base de diagnostic pour comprendre les besoins, les pratiques, éventuellement les points noirs à améliorer, bien sûr. Et finalement, dans le projet finalisé, c'est important aussi de prendre en compte, enfin de ne pas trop cadrer ou corseter disons les trajectoires des piétons et pouvoir en fait laisser un petit peu de flexibilité dans les possibilités de déplacement, en toute sécurité bien sûr, parce qu'on voit parfois quand il y a un décalage entre la conception de l'espace et les usages, eh bien on voit sur la photo de droite, hein, on a ces chemins de chèvre qui se forment parce que les piétons vont couper au plus court. Donc ça, c'est intéressant de prendre en compte vraiment le confort, le fait que le piéton va choisir le trajet direct et permettre effectivement que ce trajet direct soit celui qui soit le plus confortable et le plus sécurisant. Donc en gros, ces dernières diapos pour dire finalement que la marche elle est motivée et régulée, pas uniquement par des objectifs simplement utilitaires et pratiques, mais qu'il y a vraiment un aspect d'appréciation de la qualité esthétique des lieux et qui a une importance de prise en compte de l'expérience sensorielle et humaine positive en fait des piétons et des personnes qui vont emprunter les espaces publics. Et pour faire une transition un peu sur le prochain thème, c'est vrai que cette expérience positive, elle est souvent évoquée par les piétons comme étant fournie par la présence de nature en ville. La nature en ville, c'est un élément qui est vraiment plébiscité actuellement et de plus en plus pris en compte dans les aménagements d'espaces publics. Alors, je vais détailler un petit peu ce point-là parce que on a souvent une manière un peu réductrice de voir les choses. Vous connaissez peut-être déjà ce schéma qui présente la très large palette des services que la nature peut apporter en ville et pas uniquement dans les grandes villes, hein, c'est à toutes les échelles jusqu'au village. C'est vrai que la présence de nature en ville, que ce soit les espaces végétalisés et l'ensemble de la biodiversité avec la faune et la flore, va pouvoir apporter nombre de services dans les différents milieux urbanisés. Donc, c'est aussi bien des aspects écologiques ou environnementaux, hein, avec le fait que la nature en ville va constituer un refuge favorable à la biodiversité, mais ça contribue aussi à la qualité de l'air, de l'eau, des sols, grâce à des fonctions d'épuration. Et puis, il y a aussi tous les services sociaux et économiques, donc avec, comme on disait, la qualité du cadre de vie et l'attractivité, mais aussi l'apaisement, la contribution à l'apaisement de la circulation dont parlait Stéphane, la santé et le bien-être, hein, puisqu'il y a de nombreuses études qui lient très directement la présence de nature en ville et l'amélioration du bien-être, la réduction de certaines maladies chroniques. Et aussi le fait que finalement, grâce au confort et que peut apporter la présence de nature en ville, c'est un levier très important pour la pratique des modes de déplacement, d'où piétons et vélos. C'est un peu notre sujet aujourd'hui et c'est vrai que la nature en ville et les supports de mobilité douce, aussi bien en termes de confort, comme je le disais, en apportant ombrage et protection pour favoriser les pratiques, mais aussi en termes fonctionnels, puisque souvent on a des mailles plantées ou des pistes cyclables qui sont accompagnées par qui vont se déployer le long de cours d'eau ou le long d'alignements d'arbres. Donc il y a vraiment une corrélation, une association en fait de la nature en ville et des flux mode d'eau finalement. Alors, à cette étape, je voudrais quand même préciser quelques éléments techniques parce qu'on a vraiment cette mode, si je puis dire, assez récente de planter beaucoup d'arbres en ville, hein, même dans les petites villes, effectivement, pour réduire les phénomènes de surchauffe urbaine
pour lesquels on est de plus en plus sensibilisé, bien sûr, avec les différentes canicules qui se répètent et qui sont quand même de plus en plus élevées. Donc le phénomène d'îlots de chaleur urbain, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est pas un phénomène c'est un phénomène qui touche plus facilement, bien sûr, les grandes villes et les agglomérations, mais c'est un phénomène qu'on trouve aussi en milieu périurbain, pour des petites villes et même pour des villages, puisque nous, à l'agence, on a fait une cartographie de la surchauffe urbaine sur M2A, et on s'est rendu compte que finalement, sur les villages aussi, et même parfois dans l'espace agricole, lorsque les terres n'étaient pas couvertes, étaient à nu, on avait des phénomènes de surchauffe en période de canicule. Donc c'est vraiment une question sur laquelle on peut travailler dans tout type de contextes territoriaux. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, donc on a un peu ce réflexe de dire contre la surchauffe urbaine, on va planter des arbres. Alors, comment ça marche vraiment? C'est important de le comprendre. Parce que ça va avoir un impact sur la manière dont on va pouvoir choisir d'implanter la nature en ville. Eh bien, les arbres, finalement, et la végétation, en absorbant de l'eau par les racines, ça va alimenter tout un système d'évaporation, d'évapotranspiration plus précisément, qui va finalement consommer la chaleur de l'air ambiant et rafraîchir l'air à proximité de l'arbre. Donc ça, en plus de l'ombrage, c'est vrai que la présence des arbres et de la végétation de manière plus générale va contribuer à tout simplement rafraîchir l'air ambiant. Alors ça fonctionne, mais ça fonctionne uniquement si on a bien toute l'eau nécessaire qui va alimenter ce processus. Parce que les arbres ont des petites usines à rafraîchir la ville, mais encore faut-il qu'ils aient toutes les ressources nécessaires à mettre en marche cette petite usine. Et donc, si on a un arbre ou de la végétation qui est en stress hydrique, qui ne dispose pas des ressources suffisantes, eh bien, tous ces services rendus sur le rafraîchissement de l'air, eh bien, ça n'a pas lieu. D'où l'importance de d'implanter les arbres et la nature en ville dans de très bonnes conditions, puisque on a effectivement des politiques de plantation d'arbres dans de nombreuses villes, et souvent avec une attention très fine sur la qualité et la manière dont on va les planter. Parce que vraiment, il faut planter des arbres, oui, mais il faut surtout les planter dans de bonnes conditions, avec un apport de terre, de pleine terre suffisante, pour alimenter, qui est la ressource en eau nécessaire. Souvent, il est intéressant aussi de planter à côté des arbres d'autres strates végétales pour créer finalement un petit écosystème. Et puis quelque chose qui est intéressant pour les petites villes de demain aussi, qui ont souvent un écrin végétal très proche et une interaction souvent importante avec l'espace rural alentour, vraiment une connexion entre la trame verte et bleue territoriale, donc les corridors écologiques qui parcourent le territoire alentour de la petite ville, et qui vont pouvoir s'immiscer en ville et amener ainsi tous ces services au cœur des espaces urbains. Et tout ça, effectivement, ça appelle donc dans les choix de plantation une attention particulière, mais aussi de la manière dont on va gérer les espaces verts et publics. Alors, je ne vais pas vous détailler la diapo ici, mais juste parler rapidement de la gestion différenciée des espaces verts. C'est quelque chose qui a commencé à être développé dans beaucoup de communes depuis une vingtaine d'années, qui est en lien en fait avec l'approche sur la réduction de l'emploi des pesticides. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a une typologie de différents espaces, on va garder un entretien très, très fort et très horticole, très fleuri dans des espaces de représentation de centre-bourg, par exemple, mais d'autres espaces qui vont être gérés de manière beaucoup plus extensive. Donc, ça permet d'apporter
une optimisation des ressources, notamment de la ressource en eau, et qui peut être vraiment une réponse intéressante à des problématiques, notamment dans un cadre budgétaire assez contraint. Donc là, je crois que c'est un petit peu bavard, ou ça va encore. Voilà. Au-delà de la gestion différenciée, on va même parfois plus loin. Hein. Il y a des labels là, qui se sont créés récemment, Éco-Jardin, où là, on a même une approche plus vaste. C'est la gestion différenciée, mais en prenant plus largement en compte les différents piliers du développement durable, en intégrant dans ces questions de gestion des espaces verts et publics la question de la gestion de l'eau, différents éléments qui vont vraiment permettre d'avoir une approche plus écosystémique en fait des espaces de nature en ville. Et ça, si j'en parle de manière assez détaillée, c'est que finalement, cette évolution de la vision qu'on a pu avoir de la nature en ville, hein, puisqu'elle a évolué au cours des siècles, là, je ne vais pas vous faire le détail de l'histoire de l'urbanisme, mais récemment, ce fait de pouvoir accueillir de manière peut-être plus facilitée des espaces d'aspect plus naturel en cœur d'espaces urbanisés, ça traduit un peu cette manière de voir les choses, d'intégrer effectivement dans une vision écosystémique la gestion des espaces verts, mais du coup ça amène aussi à envisager la ville d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que là aussi, dans la manière de voir la ville, on va avoir une approche écosystémique, on va prendre en compte les liens entre les différents éléments, les différentes thématiques, et c'est sur ce lien en fait que tout va se jouer. Et ça permet en fait cette approche écosystémique de prendre en compte une très vaste palette de thématiques et de les approcher avec transversalité et multidisciplinarité. Donc ce petit schéma, je le trouve pas mal parce qu'il permet de résumer un petit peu finalement les très nombreuses thématiques sur lesquelles il faut travailler quand on envisage de travailler sur un espace public. C'est vrai que ça intègre aussi la thématique de temporalité. Donc là, si je reprends un petit peu rapidement le schéma, on a tout ce dont on a parlé précédemment, donc l'identité locale, le design, la santé, le bien-être, etc. Vous le voyez ici. Et finalement, toute cette partie ici, elle intègre la question de la temporalité, du cycle de vie de l'aménagement. Et ça, c'est disons un point important à prendre en compte, surtout dans les petites villes de demain, je pense, d'intégrer dès la conception, dès la réflexion, quant à la réalisation d'un nouveau projet d'aménagement, intégrer dès cette étape très en amont la réflexion sur la manière dont cet espace va vivre une fois construit, donc les coûts d'entretien, les coûts de maintenance, etc. et d'intégrer l'ensemble du cycle de vie dans la réflexion dès le début de la réalisation du programme. Donc ça, en fait, cette approche, ça s'appelle une approche parcours global de l'aménagement. Il y a des outils qui existent, des boîtes à outils qui ont été réalisées par la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vous avez effectivement toute une série d'outils qui vous accompagnent en fait à toutes les étapes du projet d'aménagement et qui permettent d'intégrer donc toute la partie, de bien cibler toute la partie investissement au moment de la réalisation du projet, mais également prévoir à l'avance tout ce qui sera coût d'entretien et de maintenance. Donc au final, Stéphane nous a parlé un peu des premières étapes pour lancer un projet d'aménagement et plus largement là sur l'ensemble du cycle de vie. L'idée c'est effectivement de faire projet. Et en préliminaire, je dirais finalement qu'on peut avoir la même approche, que ce soit sur un site bien précis, la place de centre-ville, etc., que sur le projet de territoire dans son ensemble. Et ce qui est intéressant dans un projet de territoire, et je pense que c'est valable pour tous les projets des petites villes de demain, c'est d'arriver à faire cet aller-retour en fait
entre le projet d'aménagement bien ciblé, bien précis, et une approche plus globale sur l'ensemble de la ville, en fait, et même plus largement à l'échelle de l'intercommunalité, pourquoi pas. Et c'est vraiment cet exercice d'aller-retour, de passage d'une échelle à une autre, qui est un peu garante aussi de la réussite du projet. Donc, pour reprendre un peu les différentes étapes, il s'agit, bon, comme le disait Stéphane, d'observer, d'évaluer l'existant, de recenser les besoins, les attentes, et là, effectivement, la concertation avec les différents usagers a toute son importance. Et donc, vraiment, cibler l'outil d'aménagement adéquat, c'est vraiment, je dirais, en fonction de la... Ça, c'est quelque chose dont on trouve la réponse en ayant bien travaillé l'étape programmation, ce dont parlait Stéphane, vraiment toute cette partie d'avoir la stratégie et la programmation, une programmation bien pensée, de ne pas brûler cette étape-là pour pouvoir ensuite choisir les bons outils. J'ajouterais à ça que dans la manière de travailler, il y a la concertation avec les usagers, mais il y a aussi la concertation interservices au sein de la collectivité, pour permettre, bon, déjà une approche multithématique, hein, quand on travaille sur l'espace public, voilà, les espaces verts, la voirie, etc. Mais il y a aussi la question d'intégrer, cette question d'intégrer les questions d'entretien dès la conception initiale du projet. Et puis, n'oubliez pas que vous avez aussi, selon les territoires, une ingénierie existante, soit au sein des services de la ville ou de la communauté de communes, mais vous pouvez faire aussi appel, selon les territoires, aux agences d'urbanisme, bien sûr, mais aussi au CAUE, donc les conseils en architecture, urbanisme et environnement. Si vous êtes au sein d'un territoire, d'un parc naturel régional ou ville-porte d'un parc naturel régional, c'est aussi eh bien, des personnes qui peuvent vous accompagner. Il y a bien sûr aussi l'État qui peut vous accompagner, vous aider à trouver un accompagnement en termes d'ingénierie. Et puis, lorsque le cahier des charges a été bien établi, effectivement, ne pas hésiter à faire appel à des équipes de concepteurs dans ces métiers. Ça semble un peu une gageure de dire ça, mais c'est vrai que associer les compétences d'architectes, paysagistes, urbanistes, éclairagistes, enfin, toutes ces personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans votre projet et peut-être trouver des solutions spatiales auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et ensuite, bien sûr, il y a la partie du cycle de vie en tant que tel de l'espace public, arriver à accompagner la mise en œuvre, puisque parfois les changements lors du chantier, la période de chantier et les changements lors de la mise en place du nouveau fonctionnement de l'espace public sont parfois difficiles à vivre. Donc là aussi, possibilité d'avoir une concertation, un accompagnement lors de l'ouverture des nouveaux espaces. Et puis, bien sûr, le suivi et l'évaluation pour permettre d'améliorer les pratiques au fur et à mesure des projets. Voilà, donc bien sûr, alors là, on a brossé très rapidement un très vaste panel de différentes thématiques et on les a brossées à trop grands traits. Bien sûr, si vous avez envie d'approfondir ces questions, Stéphane, vous parlez un petit peu des différentes publications qu'on a pu faire sur ces différents sujets. En deux mots, hein. Donc c'est des publications qui sont téléchargeables sur notre site internet et de toute façon, on vous enverra le lien vers la présentation PowerPoint et à chaque fois, vous avez le lien hypertexte qui vous permet de télécharger directement l'étude. Donc on avait réalisé une étude sur la voirie apaisée, sur faire progresser la pratique du vélo. On a une étude qui va sortir courant janvier sur la marche. Après, on a d'autres études sur les îlots de chaleur urbains, sur les arbres, sur la nature dans nos villes et villages. Donc, tout ça, c'est vraiment accessible. Et on vous a donné un certain nombre de liens vers des sites Internet qui peuvent vous être utiles dans vos réflexions. Donc, tout ça est disponible, tout ça est public. Donc, il y a vraiment aucun problème. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur Iti. Ça c'est le partage, hein, c'est ça? Oui, ça c'est bon, tu peux arrêter. arrêter. J'arrête.
Oui, ben, je Ouais. vais juste reprendre la parole 2 minutes. Je voulais faire peut-être une petite conclusion un peu Oui. rapide sur ce qui vient d'être présenté. Je dirais, l'idée, c'est quand même qu'il faut. On se rend compte que le programme de Petites Villes de demain, qui concerne donc des villes de moins de 20 000 habitants, effectivement, ne peut pas être calqué, je dirais, partout pareil, quoi. C'est-à-dire que les petites villes ont des problématiques en fonction, bien sûr, de leur taille déjà, de leur histoire, de leur patrimoine, de leur position géographique, de l'économie, de l'industrie qui est attractive ou pas. Et on se rend compte qu'il faut effectivement bien déterminer ses besoins au départ pour savoir où on va et qu'on n'est pas obligé de tout faire. Voilà, c'était un peu le message que je voulais passer avant de donner la parole donc à Monsieur Fabien Iti. Voilà. Merci, c'est une belle synthèse. Monsieur Iti, à vous la parole. Et bonjour. Donc, attendez, je vais donc mettre en place ma présentation. Je me présente tout d'abord, hein, Fabien Iti, donc adjoint au maire de la ville d'Altkirch, en charge donc du cadre de vie, des projets d'aménagement, de l'urbanisme et des finances. Donc, ma présentation va être beaucoup moins structurée que les présentations précédentes, hein, mais c'est plutôt un retour d'expérience par rapport aux différentes démarches, aux différents projets qui ont été mis en œuvre par la ville d'Altkirch depuis 2017. Pourquoi depuis 2017? Parce que c'est à ce moment-là qu'une nouvelle équipe municipale a pris les rênes de la ville. Donc, d'abord, une petite présentation très rapide d'Altkirch. Hein. Altkirch, ou déjà le sommaire de ce dont je vais vous parler. Altkirch, c'est le centre-bourg du Sungo, que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Altkirch 2030 et des différents projets qui sont déjà en œuvre, des jardins des remparts, place de la République et les étapes suivantes. Donc, tout d'abord, Altkirch, bourg-centre Sungo. Le Sungo, c'est 2 communautés de communes. Donc, la communauté de communes d'Altkirch, commune Sungo, 64 communes, 47 000 habitants, et la communauté des communes Sud-Alsace-Largue, 44 communes, 23 000 habitants. Donc, en tout, une centaine de communes et quelques 70 000 habitants, dont Altkirch et bourg-centre. Alors, pour un petit peu comprendre dans quelle mesure Altkirch est le bourg-centre, Altkirch est une petite ville, petite, 6 000 habitants, 6 000 habitants la nuit, donc, mais plus de 15 000 le jour. 15 000 le jour, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises, d'industries, parce qu'il y a un hôpital, et puis surtout parce qu'il y a des écoles et notamment deux lycées. Je ne veux pas aller plus loin sur ce sujet. Hein. Simplement dire, oui, Altkirch, c'est un pays où le Sungo, c'est une région qui se trouve un petit peu au centre de l'influence de plusieurs agglomérations plus importantes. Belfort à l'ouest, Mulhouse au nord, et l'agglomération bâloise et la Suisse à l'est. Alors, nous avons identifié, comme beaucoup de communes de notre taille, un problème d'attractivité du centre-ville, avec une désertification commerciale, avec des problèmes d'habitat insalubre, des problèmes de paupérisation du centre-ville, des problèmes de stationnement. Et donc, nous avons initié en 2017 un projet que nous avons appelé Altkirch 2030. L'idée, c'était avant même que le programme Petite Ville de demain n'entre en œuvre, l'idée, c'était d'imaginer, en lien avec la population, la ville d'Altkirch telle que nous la souhaitons, telle que nous voulons la voir d'ici 2030. Et donc, mettre en œuvre un plan d'action sur une bonne dizaine d'années entre 2017 et 2030. Donc, le projet, nous avons pu bénéficier d'un cofinancement des études par la Caisse des dépôts et avons donc pu confier une étude approfondie à un bureau d'études qui s'appelle CAX, lui confiant la mission de traiter 4 thématiques: le cadre de vie, le commerce, les mobilités, avec là le soutien d'un cabinet qui s'appelle ITEM, qui est spécialisé en mobilité, et 4e thématique, l'habitat.
nous avions la volonté d'associer systématiquement la population de la ville à tous ces projets par le biais d'ateliers participatifs. Vous allez voir tout à l'heure comment nous avons procédé et que les résultats de cette démarche sont particulièrement intéressants. Alors, simplement un contexte rapide, Altkirch a un certain nombre de difficultés en termes de mobilité. Il y a plusieurs composantes à la ville. Nous avons, vous le voyez ici en rouge, le centre ancien. Nous avons ensuite au sud, dans ces deux zones, de nombreux équipements qui forment un ensemble cohérent, mais qui pâtissent d'un manque de lien entre eux et le centre ancien et de difficultés d'accès par la route, donc pour tout ce qui est automobile, bus, etc. Nous avons un secteur que nous appelons à l'oblé. Alors j'ai paumé ma petite la voilà. Voilà ce secteur central qui est en fait la porte d'entrée au centre-bourg. C'est en fait le lien entre le centre-bourg et le pôle d'équipement, le nœud. Et puis, au nord, nous avons le secteur gare, qui est un peu à l'écart du fait de contraintes topographiques. Et donc, notre principale problématique en termes de circulation, c'est le lien entre toutes ces zones, dans la mesure où, comme les accès à la ville se font par le nord, il faut systématiquement passer par le centre ancien pour atteindre les équipements au sud. Avant même que nous ne développions la totalité du programme Altkirch 2030 et que Petite Ville de demain n'entre en vigueur, nous avons développé un projet d'aménagement du centre-ville et nous avons mis en œuvre un certain nombre de démarches et elles illustrent assez bien un certain nombre de points qui ont été abordés lors des précédentes présentations. Nous avons effectivement, Altkirch est construite en fait sur un éperon rocheux. Et là, ce que vous voyez, c'est effectivement cet éperon rocheux avec ici la zone de la Loblé, accès au centre-ville et lien entre les différentes zones de la ville dont nous avons parlé, et tout le nord de l'éperon rocheux qui correspond donc principalement à la zone commerciale du centre-ville, à la place de la mairie ici, jusqu'à l'église, tout au nord de l'éperon rocheux. Et nous avons choisi de procéder tout d'abord à plusieurs aménagements dans cette zone. Tout d'abord, l'aménagement ici d'un parc et ensuite l'aménagement de la place de la République, place de la mairie. Je vais un petit peu vous expliquer comment nous avons procédé et comment est-ce que cela illustre les présentations précédentes. Alors, les projets d'aménagement de la place de la République et du parc de la mairie, nous avons procédé dès le départ à des ateliers participatifs. C'est-à-dire que nous avons invité la totalité de la population à se joindre à nous et au bureau d'études que nous avions recruté pour prendre connaissance des attentes de la population, de leurs souhaits, et avec la volonté d'y répondre évidemment, de construire notre projet en fonction des attentes de la population. Donc nous avons réalisé des ateliers différenciés pour les deux projets, avec une réunion sur place, avec un petit peu une étude des lieux sur place ensemble, et puis ensuite des réunions en salle de façon à échanger. Nous avons proposé plusieurs réunions et nous avons recueilli chaque fois les témoignages d'une bonne centaine de personnes. Pour, par exemple, le parc de la mairie, après les visites sur place, nous leur avons proposé un plan qui reprend le périmètre des jardins en leur demandant un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on imagine le lieu? Quelle ambiance souhaiteriez-vous y trouver? Quels aménagements souhaiteriez-vous? On leur a demandé de laisser vraiment libre cours à leurs envies, mais aussi de dire très clairement ce que
les gens ne souhaitent pas. Pour information, ce projet avait déjà été envisagé à plusieurs reprises par de précédentes municipalités, mais avait été systématiquement abandonné sans études plus approfondies, dans la mesure, vous voyez cette zone habitée ici, cette barrière de logement qui correspond aussi aux anciens remparts de la ville, la partie faubourg. L'ancienne municipalité considérait que de toute façon, ce projet ne serait pas accepté par tous les habitants de cette zone et donc n'est pas allé plus loin dans le projet. Nous avons pensé qu'en associant la population, ce projet pourrait voir le jour. Et effectivement, les résultats ont été très, très encourageants. Vous voyez là la deuxième partie de notre étude avec la population. Nous avons posé un certain nombre de questions plus détaillées pour vraiment comprendre quelles étaient les attentes. Les réactions que nous avons eues ont été extrêmement positives. Je retenais tout à l'heure la phrase « la nature en ville ». C'est effectivement une façon pour nous de développer la nature en ville. Nous avions là une friche de quelques 35 arts, une vraie friche qui était laissée uniquement aux chats et éventuellement à quelques squatteurs. Et donc, nous avons souhaité rendre à nouveau cette zone à la population et marquer là un vrai retour de la nature en ville. Ce projet est aujourd'hui terminé et vous voyez là quelques photos de ces jardins. Je n'ai pas mis les photos de la friche auparavant, mais c'était vraiment un no man's land où on ne pouvait pas se promener. Et nous avons donc inauguré ces jardins des remparts samedi dernier. Une inauguration un petit peu tristounette, évidemment, considérant les conditions sanitaires, mais ces jardins sont maintenant ouverts au public depuis samedi. Voilà pour cette première partie. Alors, ces jardins s'inscrivent donc dans le projet plus global d'aménagement du centre-ville. Ce que je voudrais peut-être dire là, et que je n'ai pas encore dit, c'est que ça s'inscrit effectivement dans une stratégie de réaménagement complet du centre-ville. Il y a toujours eu un débat, je pense que c'est le même dans toutes les communes, où on considère un petit peu que l'attractivité du centre-ville, c'est le commerce. Et un commerce qui fonctionne, c'est du stationnement. Donc, on a voulu sortir un petit peu de cette équation, attractivité égale commerce égale stationnement, en se disant que l'attractivité du centre-ville, c'est peut-être d'abord le cadre de vie. Or, nous nous sommes dit ou demandé, les gens vont-ils aller dans le centre-ville pour le commerce ou est-ce qu'ils vont aller dans le commerce parce qu'ils vont au centre-ville et parce que le centre-ville est attractif. Et nous nous sommes dit que nous, notre mission en tant que ville, on n'a pas forcément prise sur le commerce, mais notre mission, c'était de rendre le centre-ville plus attractif. Et que là, nous avions effectivement des moyens d'action. Donc, la première étape, c'est les jardins, nous en avons parlé. La deuxième, c'est donc la place de la République, la place de la mairie. Alors, c'est une place qui n'a pas évolué depuis 50 ans. C'est une place donc centrale qui est aujourd'hui uniquement un grand parking, un parking type années 70, macadamisé, qui n'a rien de convivial. Donc, nous avons souhaité réaménager cette place, et pour ça, nous avons donc consulté la population, et je dois avouer que nous avons eu quelques surprises, quelques bonnes surprises, dans la mesure où on se rend compte que nous avions plutôt tendance à nous brider nous-mêmes en mettant des limites, des freins à ce que nous pouvions faire et que finalement, que ce soit la population ou les commerçants, nous avons également eu des réunions avec les commerçants pour mieux comprendre leurs besoins, leurs contraintes, leurs attentes et y répondre. Et finalement, nous pouvions aller beaucoup plus loin que ce que nous imaginions au départ. Par exemple, les réponses à notre consultation nous ont dit de cette place, il faut en faire
une place entièrement piétonne. Il faut absolument rendre cette place aux piétons et sortir la voiture et le stationnement de cette place. On n'aurait pas osé aller jusque-là. Et finalement, la population adhère à ce projet. Nous sommes allés plus loin dans le projet que ce que nous pensions au départ, et les commerçants y adhèrent. Donc, vous voyez ici quelques photos. Hein. La photo de la place actuelle à droite, là, il y a quelques chalands pour le marché paysan du samedi matin. Nous avons à gauche le projet d'aménagement. Donc, nous rendons la totalité de la place centrale à la piétonisation, en maintenant simplement, mais là parce que nous n'avons pas le choix, une voie de circulation qui permet de traverser tout le centre-ville et de ressortir du centre-ville par le nord de l'Éperon. Et ici, vous voyez une vue de ce que ça devait, de ce que devrait devenir la place d'ici quelques mois, à la fin du printemps 2022, avec des aménagements paysagers, avec un peu d'eau à travers une fontaine sèche et avec vraiment une place apaisée, rendue entièrement aux piétons et à la convivialité. Pour y arriver, nous avons d'abord engagé un premier projet un petit peu parallèle. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré l'église tout à fait au nord de l'Éperon rocheux. Avant d'entamer les travaux sur la place, nous avons réaménagé le parking autour de l'église. Nous avons là pu, non pas en consommant de l'espace vert, ou très très peu, non pas en coupant des arbres, je crois que nous en avons coupé 3, alors qu'il y en a quelques dizaines, voire même plutôt une bonne centaine tout autour de l'Éperon. Nous avons réaménagé ce parking et nous avons créé 30 places de parking supplémentaires. Nous avons également aménagé. C'est une chose très simple. Nous avons également un petit parking annexe là, avec une vingtaine de places et nous avons fait un petit aménagement piéton qui permet de relier très très rapidement et très simplement ce parking à la place de la République sans avoir à grimper de nombreuses marches, ce qui était le cas auparavant. Ces deux aménagements-là, qui ont quand même eu un coût important, il faut l'avouer, mais nous ont permis de rendre la piétonisation de la place de la République acceptable pour tout le monde, y compris pour les commerçants, parce que finalement, nous n'avons pas enlevé de place de stationnement au centre-ville. Nous avons jugé qu'il était important, plutôt que de commencer par en enlever pour en rajouter par la suite, d'abord de fournir ce stationnement supplémentaire et ensuite seulement de procéder à l'aménagement de la place. Par rapport aux commerçants, nous leur avons fait également deux propositions supplémentaires. D'abord, de développer un peu de parking intelligent, à savoir des capteurs qui nous permettent de savoir quelles sont les places disponibles et d'avoir un affichage à l'entrée du centre-ville pour faire savoir aux gens, écoutez, vous cherchez toujours des places de parking, vous pensez toujours qu'il n'y en a pas, sachez autour de l'église, à quelques mètres de la place de la République, vous avez toujours du parking de disponible. Et maintenant que ce procédé est en place, nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a toujours systématiquement au moins quelques places de disponibles. Ces parkings ne sont jamais utilisés à 100%. À 95, effectivement, ça arrive, mais il y a toujours encore une place pour celui qui en a besoin. Nous avons, je ne vais pas de diapo là-dessus, mais nous allons également mettre en œuvre un petit aménagement complémentaire. Et celui-là, cette proposition a été particulièrement bien acceptée et reçue par les commerçants. C'est de mettre en place du parking minute en entrée de la place de la République et en sortie de la place de la République. Donc, juste quelques places, 3-4 places de chaque côté, mais en parking minute qui sera contrôlé évidemment, avec là également des capteurs de façon à fluidifier le stationnement à ces endroits et à permettre aux commerçants qui reçoivent par exemple un tabac presse ou des pots de colis, etc., à ces gens-là d'avoir une vraie fluidification du trafic et du stationnement. On s'était quand même rendu compte, et nos commerçants étaient les premiers à le reconnaître, qu'un nombre important de places au centre-ville a été pris par les commerçants eux-mêmes.
Donc effectivement, ça limitait d'autant plus les places disponibles pour leurs clients. Donc, toutes ces démarches, toute cette façon de procéder nous ont permis de mettre en œuvre ces projets, mais en parfaite entente et en parfait accord avec la population et avec les commerçants du centre-ville d'Altkirch. Si vous avez des questions par la suite, hein, je crois qu'il est prévu un temps d'échange pour pouvoir éventuellement approfondir ces sujets. Simplement un tout petit focus entre la place de la République et les jardins des remparts. Nous avons également, et ça c'est fait depuis samedi également, nous avons réaménagé le parking de la cour du musée et de la mairie en faisant également un lieu un petit peu plus convivial et plus attractif, en éliminant également le stationnement de cet espace. Parallèlement, j'ai retenu 2 phrases tout à l'heure, hein. Le centre-ville, c'est un lieu où on aime s'attarder, où on va s'attarder. Il est attractif quand on va s'y attarder. C'est effectivement ce que nous souhaitons faire, c'est que les gens s'attardent au centre-ville parce qu'il est attractif. Et une ville où il fait bon vivre, c'est quand les gens choisissent de marcher. C'est une phrase qui a été utilisée tout à l'heure. Donc, nous souhaitons faire en sorte que les gens marchent plus au centre-ville. C'est là l'objet de toute notre démarche. Et donc, nous travaillons également au réaménagement et à rendre attractifs tous les escaliers du centre-ville. Je l'ai dit tout à l'heure, Altkirch, c'est un éperon rocheux, c'est une ville médiévale. Nous sommes dépendants de notre topographie, nous ne pouvons pas la changer. Nous avons énormément de petits escaliers un peu partout, vous les voyez répartis là sur cette diapo, répartis dans le centre-ville, et nous souhaitons que les gens soient amenés de plus en plus à nouveau à utiliser ces escaliers pour se déplacer en ville. Nous souhaitons contraindre un petit peu les gens à stationner un petit peu plus à l'extérieur et à venir jusque dans l'hypercentre à pied. Quand nous disons ça, ce sont des temps de déplacement à pied de l'ordre de 3, 4, 5 minutes. On ne parle pas de temps de déplacement important. On se rendait compte que les gens cherchaient le déplacement minimal, à savoir quelques secondes, voire 1 à 2 minutes, et si possible, jamais plus. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, ce projet de recensement et de réaménagement des escaliers du centre-ville. Alors voilà quelles sont les prochaines étapes. Nous ne sommes pas encore au bout de ce projet Altkirch 2030, bien entendu. Nous avons une première étape qui est celle de la modification du plan de circulation pour un meilleur accès aux espaces publics. Donc nous avons un projet qui a été développé par le cabinet ITEM dont j'ai parlé tout à l'heure, et nous allons mettre ce projet en œuvre à partir de la fin des travaux de la place de la République, c'est-à-dire à partir du 2e semestre 2022, pardon. Pourquoi après les travaux? Parce qu'on ne peut quand même pas tout faire en même temps. À un moment donné, tous ces travaux ont quand même des impacts sur la population et sur les commerçants. Il faut éviter de multiplier les contraintes et les désagréments sur un temps trop court. Nous allons donc requalifier un certain nombre d'axes. Nous allons rendre certains axes à sens unique. Nous allons développer des zones de rencontre. Un peu dans l'esprit de ce qui a été présenté tout à l'heure. Nous allons aménager un nouvel axe de dégagement des quartiers en périphérie qui devrait permettre d'éviter le passage par le centre-ville. Ça, ce sera réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement et de programmation, et donc par le développement d'un nouveau quartier résidentiel. Nous allons ensuite modifier la politique de stationnement. Jusqu'aujourd'hui, le stationnement était extrêmement libre à Altkirch. Nous allons contraindre davantage à l'utilisation de parkings en périphérie pour oxygéner le centre-ville. Et donc, je redis ce que je disais tout à l'heure, contraindre à l'utilisation de parkings en périphérie, non pas pour rallonger de façon déraisonnable les temps de marche. Ceux-ci seront toujours encore inférieurs à 5 minutes.
Puis un dernier petit sujet dont j'avais souhaité vous parler, il sort légèrement du cadre, mais pas tant que ça finalement. Nous avons également engagé un projet très important, développement d'un pôle à vocation sociale et scolaire. L'objectif de ce pôle, c'est de rendre un certain nombre de structures accessibles à la population en centre-ville. Alors, c'est un pôle qui va là, je vais passer. C'est un pôle qui va permettre d'accueillir le centre d'information et d'orientation, qui va permettre d'accueillir la maison des adolescents, qui va permettre d'accueillir le centre médico-psychopédagogique, le centre de médecine scolaire, ainsi que différentes associations femmes en détresse, etc., etc. Je vous en parle parce que ce pôle va être installé en plein centre-ville, accessible à proximité des écoles, accessible facilement dans le cadre du nouveau plan de circulation. Et je vous en parle également parce que c'est un projet volontariste de la ville d'Altkirch. Nous avons été un peu plus rapide que peut-être que ce que nous aurions dû. Nous avons engagé ce projet, nous avons engagé les finances de la ville sans avoir la certitude absolue que toutes ces structures nous rejoindraient. Et finalement, toutes ces structures rejoignent la ville d'Altkirch et ce pôle. La dernière annonce nous a été faite par la ministre, Madame Klinkert, qui s'est rendue à Altkirch il y a une quinzaine de jours pour effectivement annoncer que le CMPP avait des financements pérennes, que l'État avait décidé d'accorder des financements pérennes au CMPP d'Altkirch. Donc, le fait que nous ayons un petit peu anticipé a permis notamment d'obtenir la venue de cette structure à Altkirch. C'est pour Altkirch un investissement extrêmement important, hein, quelques 1 770 000 € pour les travaux. Nous sommes subventionnés à hauteur de 80% pour cet équipement, donc le maximum de ce qui est possible. Ça s'intègre parfaitement dans le programme Petite Ville de demain. Nous avions un petit peu anticipé, mais le fait d'anticiper, je crois que ça nous a permis d'obtenir les financements et d'obtenir au bout du compte l'ouverture de ce pôle à vocation sociale qui répond entièrement aux besoins et aux attentes de la ville d'Altkirch, mais de tout le SUNGO, et donc de la vocation d'Altkirch en tant que bourg-centre du SUNGO. Pour un petit plan de ce pôle, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails. Voilà un petit peu le retour d'expérience que je pouvais vous faire. Si vous souhaitez en savoir davantage, je suis naturellement à votre disposition et je vous remercie pour votre attention.